Bon allez, après Catherine d'Aragon, on va faire Anne Boleyn. Alors Anne Boleyn était le contraire de Catherine d'Aragon. Elle avait un caractère assez colérique et elle savait exactement ce qu'elle voulait pour son peuple. Par exemple, pour Catherine, une bonne reine était la représentante de Dieu sur terre. Et pour Anne, c'était plutôt un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, dont celle de donner un fils au roi. Elle fut mariée pendant 3 ans à Henri VIII avant de se faire décapiter par plusieurs accusations qui duraient depuis longtemps. À l'époque, elle était la reine la plus détestée. Après Catherine d'Aragon, on peut un peu le comprendre. Elle n'allait pas au front, elle était têtue et surtout, elle était tout le contraire de Catherine. Et soi-disant à cause d'elle, l'église avait cassé avec l'Angleterre, donc encore plus. Mais vous allez voir que sa vie n'a pas toujours été toute simple. Bon, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon visionnage. Mais ça fait grave longtemps que je n'ai pas posté. En fait, excusez-moi, mais entre les cours, la chaîne secondaire, cette chaîne, enfin tout ça, j'ai eu un gros bouleversement. Je m'attendais pas à autant de travail. Mais bon, là, je tourne du coup, j'ai la chance de pouvoir tourner. Parce que du coup, tout l'été, j'ai tourné 2 vidéos pour la chaîne secondaire, pour la chaîne principale du coup plutôt. Enfin bref, excusez-moi du coup pour cette petite absence entre guillemets. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer notre petit let's play sur les 6 femmes d'Henri VIII. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e et nous allons parler du coup de Anne Boleyn, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo. D'abord, je vais commencer par parler de son enfance. Du coup, Anne Boleyn est née entre 1501 et 1507 à Blinkin Halls en Angleterre. C'est vraiment genre mal dit, donc je vais l'écrire quelque part là en bas. Et du coup, elle est née d'un père aristocrate anglais, Thomas Boleyn, et d'une mère aristocrate, elle aussi, anglaise, Elizabeth Howard. Et vous allez voir que Howard va ressortir au bout d'un moment. Parenthèse. Elle est la 2e enfant d'une fratrie de 3 enfants, donc sa grande sœur Mary Boleyn, née en 1499 je crois. Il y a elle du coup, et il y a son petit frère qui s'appelle George Boleyn et qui est né en 1507 à peu près. Dans ces alentours-là. Du coup, elle grandit dans une famille d'aristocrates, comme je l'ai dit avant, et elle grandit dans une famille d'aristocrates protestantes. Donc, elle n'est pas catholique comme la plupart des Anglais à l'époque, mais elle est protestante. Si on remonte aussi un petit peu plus loin dans son arbre généalogique, nous pouvons voir que le sang des Plantagenets coule dans ses veines, et du coup, les Plantagenets, c'est une sorte de dynastie avec des rois anglais. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les Windsor aujourd'hui, c'est du coup une famille qui avait pour nom de famille Plantagenet. Et c'est éteinte en 1485, donc de 1528 à 1485. Du coup, depuis qu'elle est toute petite, elle et sa sœur ont été élevées pour plaire au roi, c'est-à-dire qu'elles ont toujours été très polies, elles ont beaucoup lu la Bible, elles ont vraiment une discipline très sévère pour qu'elles soient vraiment au top et qu'elles plaisent à 100% au roi. Et qu'elles puissent peut-être donner au roi un héritier. You understand? Mais du coup, à l'époque, quand elles étaient petites, elles étaient conçues pour plaire au roi. Et à cette époque-là, quand elles étaient petites, il y avait déjà Catherine d'Aragon au pouvoir. Comme j'ai dit dans la première vidéo, elle a été mariée en 1501 à Arthur avant qu'il décède en 1502. Donc Anne Boleyn était à peine née, du coup on va dire qu'elle a plutôt été élevée pour plaire à Henri, même s'ils avaient plutôt un écart d'âge grand, mais ça à l'époque c'était pas très important pour les gens. Voilà. Maintenant, deuxième partie, nous allons parler de ses débuts à la cour. Du coup, elle a fait ses débuts à la cour en tant que dame de compagnie de Catherine d'Aragon, donc elle l'accompagnait un petit peu partout. Elle la suit un petit peu partout, elle l'aidait pour s'habiller le matin, pour la nourriture, pour le divertissement, vraiment une dame de compagnie, une servante si vous voulez. Il faut savoir que déjà de base, Henri avait des liaisons avec sa sœur Marie, et que du coup c'était pas censé être Anne qui aille sur le trône entre guillemets, mais plutôt Marie, parce que Marie était du coup la maîtresse d'Henri, si on peut dire ça comme ça.
Mais finalement, après quelques petits efforts de la part de Anne, vers 1526 du coup, Henri va commencer à côtoyer Anne, à commencer à lui faire des avances. Et il va aussi commencer à penser à ressortir du coup le dossier sur Catherine d'Aragon et pouvoir faire partir Catherine d'Aragon du trône pour faire marier Anne, car Catherine ne lui a toujours pas donné de fils et qu'il commence à désespérer le coco. Bah oui, il veut un fils, un héritier. C'est bien connu que les hommes peuvent régner. C'est bien connu. Bref. Du coup, le 6 février 1526, il va commencer à dire que... Enfin, va essayer de faire invalider son mariage avec Catherine pour pouvoir épouser Anne. Donc, le coco, il ne se chauffe pas de... J'ai plus le... Bref, je le mettrai quelque part là parce que je n'ai plus l'expression, donc c'est pas grave. Mais le problème du coup de ce couple mariage-divorce, on va dire, c'est que du coup Catherine était soutenue par Rome, donc le pape, tout ça. Et Anne, elle, du coup, était protestante, donc ne reconnaissait pas le pouvoir du pape, si je ne me trompe pas. J'ai peur de dire des bêtises sur la religion protestante. De toute façon, me corriger dans les commentaires, c'est pas grave. Mais du coup, vu que Anne est protestante, ça veut dire que si Henri divorce avec Catherine, il perd Rome, mais il perd aussi le pape, donc il perd les chefs d'église. Et ça, c'est un problème pour l'époque. Du coup, nous allons pouvoir passer au mariage. Du coup, ils se sont normalement réellement mariés en 1533 après le divorce avec Catherine. Mais il y a eu un mariage en cachette le 15 janvier 1532, donc avant le divorce avec Catherine. Et quand il divorce avec Catherine, du coup, Rome casse avec l'Angleterre. Et à ce moment-là, on peut commencer à parler des débuts de l'anglicanisme. Du coup, c'est la religion que les Windsor ont aujourd'hui. C'est une sorte de christianisme, mais à leur façon. Donc une sorte de mélange entre le christianisme, enfin plus protestante qu'autre chose, mais c'est compliqué à expliquer. Voilà, c'est une religion à part. Donc Anne s'est réellement mariée quand elle avait à peu près 30, on va dire, si elle est née en 1501, elle avait à peu près 31-32 à peu près. Avant son mariage avec Henri, elle eut quelques petites histoires, mais jamais des grands trucs, et elle n'a jamais couché avant le mariage. Donc son mariage a pu être consommé car elle n'a jamais couché avant. Elle était vierge, je crois. J'ai pas d'autres trucs sur son règne d'Angleterre, à part que elle était tyrannique, un peu capricieuse à des moments, mais qu'elle était souriante et aimante. Donc on va pouvoir passer à la je sais plus combienième partie, et cette fois on va parler de ses enfants. 7 septembre 1533, elle donne naissance à une petite fille qui va s'appeler Elisabeth du coup, et elle va tomber, j'ai vu à peu près une dizaine de fois enceinte, donc de 1503 à 1536. Elle va tomber enceinte à peu près ouais, à peu près une dizaine de fois quand même, c'est déjà bien en 3 ans. Et tous ces enfants, à part Elisabeth, sont des fausses couches ou des morts-nés, plus des fausses couches que des morts-nés. Et du coup, ce qui va faire que Henri va commencer à un petit peu perdre espoir, parce que lui, il veut absolument son fils du coup, et il ne va pas l'avoir car Anne est tellement une reine stressée et anxieuse qu'elle n'arrivera pas à avorter un enfant plus de 3 mois dans son ventre, ou même 2 mois, ou même 1 mois, parce que elle stresse trop à l'idée de donner un fils au roi. En fait, elle veut lui donner un fils, mais elle a peur que elle lui donne une fille et qu'elle finisse divorcée comme
comme Catherine, parce que Anne aime vraiment Henri, comme Catherine aimait vraiment Henri. Donc voilà. Du coup, on va reprendre la suite, qu'elle n'a jamais été apte à donner un enfant à Henri, enfin un fils à Henri. Elle lui a donné un enfant, mais une fille, pas un héritier. Donc ça s'est agacé Henri. C'est pourquoi aussi elle a été décapitée, mais bon, on verra ça plus tard. Et elle a fait une fausse couche une fois, car du coup, Henri commençait à la tromper avec la troisième femme qu'on verra dans le prochain épisode. Et du coup, en la trompant, ça l'a mis tellement en colère qu'elle a perdu son bébé. Et à l'époque, c'était aussi très dur de tomber enceinte et très dur de garder un bébé, parce que à l'époque, les soins, tout ça, c'était pas la même médecine qu'à l'époque, et c'était surtout pas la même espérance de vie qu'à l'époque. L'espérance de vie à l'époque, elle était de 60 ans, 50 ans, 40 ans même, mais bon. Du coup, nous pouvons commencer à parler de l'énième partie. Du coup, les débuts des bad buzz et des accusations. Donc vers 1534, donc à peine un an après son mariage, elle va plutôt 1535 que 1534, mais elle va commencer à être accusée d'adultère auprès de Henri, donc avec 5 hommes, dont son propre frère Georges. Bien évidemment, elle n'a pas d'autre choix que de nier en bloc qu'elle n'a pas couché avec son frère ou qu'elle n'a pas couché avec n'importe quel homme, parce que si jamais elle dit oui, j'ai couché avec d'autres hommes, soit elle retourne chez elle, soit elle est squish. Donc dans tous les cas, elle n'a qu'à nier en bloc. C'est le seul choix qu'elle a. Et petite aparté, mais son frère, du coup, elle a été accusée de coucher avec son frère car elle est très proche de son frère Georges. Elle l'aime par-dessus tout et elle est aussi très proche de sa sœur Marie. Donc vraiment, ils sont vraiment genre unis, c'est vraiment genre the siblings, tu vois. Et son frère va être décapité le 17 mai 1536 à la tour de Londres, du coup, pour trahison. Voilà. Devant les yeux de sa sœur, de ses deux sœurs même. Et du coup, son plus gros bad buzz, du coup, c'était le schisme entre l'église catholique et Henri. Donc pendant ce schisme, Henri devient du coup le maître de l'église, c'est lui qui devient entre guillemets le pape. À l'époque, tout le monde, surtout les maîtres les anciens maîtres de l'église, les papes, tout ça, disaient qu'elle avait créé une nouvelle religion et qu'elle avait ramené Satan avec elle, tout ça. Mais à l'époque, c'était pas encore considéré comme une nouvelle religion, vraiment, c'était un semblant de début de religion. C'est son fils, je crois, qui va vraiment changer la religion. C'est-à-dire qu'il va dire comme quoi il veut se convertir à l'anglicanisme. C'est très dur à dire. Pour les chrétiens d'Angleterre, les catholiques, protestants, ça, c'est la faute d'Anne, du coup. C'est toujours sa faute, la pauvre. Vous n'allez pas la lâcher un petit peu? Lâchez-lui cette basket, elle a rien demandé, elle. Bref. Et du coup, oui, elle a connu des bad buzz, des accusations. Et du coup, début février 1536, c'est là que les accusations vont vraiment beaucoup s'accentuer. Et même Henri commence à croire que sa femme la trompe. Parce que il commence à y croire, le coco. Ça fait 2 ans qu'on lui dit que sa meuf le trompe. Donc au bout d'un moment, il commence à y croire, le coco. Donc ça commence à être un petit peu ambigu dans leur relation. Et surtout, il commence à se taper la petite Jane Seymour, la dame de compagnie du coup de Anne Boleyn. Et Anne Boleyn, ça l'énerve encore plus, donc encore plus de fausses couches, donc encore moins d'héritiers au trône. Et du coup, on va terminer avec la dernière partie qui est du coup la fin tragique de Anne Boleyn. Du coup, le 2 mai 1536, elle et son frère sont arrêtés pour trahison et adultère. Et du coup, elle et son frère sont reconnus coupables. Son frère de trahison est décapité le 17 mai 1536 et elle est reconnue d'adultère et de trahison. Et du coup, elle est décapitée le 19 mai 1536 à la tour de Londres, elle aussi. Sa fille n'avait que 2 ans au moment des faits. Aujourd'hui, Anne, elle est... Quand la religion protestante a commencé à se diffuser un petit peu partout, qu'il y a eu les guerres en France, notamment la Saint-Barthélemy, je crois qu'elle s'appelle, la guerre, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais
Elle est reconnue par Martin Luther, elle est reconnue comme une femme martyre de la religion protestante. Et c'est comme ça que nous allons finir la petite vidéo. Alors, je trouve que l'histoire de Anne Boleyn est vraiment genre changeante de fou, genre je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment tout un truc. On ne sait pas sa date de naissance exacte, on ne sait pas vraiment sa vie, son règne, enfin il y a plein de choses qui sont contradictoires dans ce que j'ai lu, donc j'ai essayé de prendre les trucs les plus probables de sa vie. Donc j'espère que la vidéo durera plus de 10 minutes parce que là j'ai déjà 22 minutes de rush à peine, mais bon. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la partie 3 des 6 femmes dans les 8. Et on sera déjà à la moitié. Alléluia. Bon allez.